Mesdames et messieurs, aujourd'hui à Guéret, à 11 heures, l'immeuble du numéro 12 de la rue du Docteur Brézard va s'effondrer. On sait effacer un immeuble, on ne sait pas effacer sa mémoire. C'est son histoire que nous allons vous raconter, les 2 ans de préparation précédant cet événement et le devenir de ce quartier Albatros. 1h15 que nous allons partager à la fois spectaculaire et émouvante. Bonjour à tous, c'est un moment unique et sans précédent dans l'histoire de Creusalis, office public de l'habitat de la Creuse. L'implosion de l'immeuble du numéro 12 du Docteur Brézard s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine. Jusqu'à 11h15, nous dialoguerons avec nos invités sur les objectifs de cette démolition, les 2 années de préparation et de travaux pour qu'à 11h précises, l'immeuble s'effondre et s'ouvre ainsi une nouvelle perspective d'aménagement de ce quartier. À mes côtés, afin de nous expliquer toutes les étapes techniques et technologiques réalisées en amont, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Orcel de l'entreprise Ginger, pôle d'ingénierie du démantèlement et de la déconstruction, Jérôme Colliati de l'entreprise Melchior, spécialisée dans la démolition. Merci vraiment d'être là, messieurs, ce matin, parce qu'en pareille situation, d'habitude, vous êtes toujours aux côtés de vos équipes sur le terrain, et je vous sais très stressé. Ronan Rabot, directeur des ressources internes de Creusalis, et son président, Patrick Morancet. Monsieur le Président, merci d'être parmi nous pour quelques minutes avant que vous alliez rejoindre le point PC à l'espace André Lejeune. Creusalis, vous présidez cette structure depuis 2015. Vous avez été reconduit en 2021. Creusalis, c'est le bailleur social le plus important du département et le seul public. Vous êtes également premier vice-président du conseil départemental. Alors Creusalis, son histoire remonte à 1923. Oui, tout à fait. Il a été créé en 1923 par le Conseil général de l'époque. C'est le bras armé en matière d'aménagement du territoire et d'action sociale sur le volet habitat à travers Creusalis. Il a pour mission de construire, de réaliser des logements locatifs destinés aux personnes à revenus modestes dont il assure la location, la gestion et l'entretien. Aujourd'hui, Creusalis gère plus de 5000 logements sur environ une centaine de communes sur le département. Alors, beaucoup de Creusois et de Guérétois se posent la question de pourquoi cette démolition et pourquoi cet immeuble en particulier?
Alors, cette démolition, bien sûr, elle a un cadre. Et cette démolition, elle s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, lancé en 2014 par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui prévoit une transformation profonde de 450 quartiers en France. En Creuse, l'État, la communauté d'agglomération du Grand Guéret, la ville de Guéret et Creusalis ont signé une convention en janvier 2020 avec un objectif: transformer le quartier de l'Albatros, politique de la ville de Guéret, en intervenant sur l'habitat, mais aussi en favorisant la mixité sociale. Dans le cadre de cette convention, outre la démolition de la tour qui nous occupe aujourd'hui, plusieurs actions étaient donc programmées. L'aménagement et la résidentialisation des pieds d'immeubles, la sécurisation et l'aménagement de cheminements doux, l'aménagement d'un tiers-lieu numérique, la quincaillerie, qui a été réalisée par la communauté d'agglomération du Grand Guéret, et autre programme important, la réhabilitation de 181 logements sur l'îlot Charles de Gaulle, dont les travaux ont été achevés fin 2022. En ce qui concerne la démolition de cet immeuble, donc de 10 étages, elle va permettre de dédensifier le quartier Brézard, de l'ouvrir sur l'extérieur, de le verdir. Et Creusalis va s'atteler ensuite, très rapidement, sur l'aménagement des pieds des 2 immeubles restants. Précision quand même, le financement. Oui, c'est important. C'est important. Cette opération est financée à hauteur de 2 millions d'euros par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et 1 million par Creusalis. Alors, Monsieur le Président, vous êtes dans quel état là, à l'instant, Patrice Morancé? Comment vous sentez-vous? Je suis très serein, mais aussi très serein, parce que nous avons des professionnels pour nous entourer dans cette opération. Et puis, je suis à la fois très attentif. Il faut bien reconnaître que cette opération est une première en Creuse, de par sa complexité et son ampleur. Elle a nécessité un énorme travail de préparation qui a débuté en fait à la mi-2019. Et je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier très sincèrement les équipes de Creusalis pour leur investissement exceptionnel et leur engagement. Aujourd'hui, pour vous dire, plus de la moitié des effectifs de l'Office sont mobilisés, soit environ 70 personnes. Et on peut en effet les remercier parce que pour avoir passé différents barrages depuis ce matin, ils sont à la fois compétents, souriants, efficaces, sympathiques. Alors merci vraiment en effet à toutes les équipes de Creusalis parce que vous faites un formidable travail aujourd'hui. Et on parlait d'émotion. En effet, c'est quelque chose qui va ouvrir des perspectives stimulantes pour Guéret et ce quartier. Mais il y a aussi de l'émotion notamment pour les personnes qui ont vécu sur cet immeuble. Oui, tout à fait. Je vous rejoins. Hier après-midi, je suis venu sur le site. J'ai rencontré de nombreux Guérétois, des personnes qui avaient habité cette tour ou même ce quartier. Et effectivement, on comprend le côté émotionnel. Ce sont des pages de vie qui se tournent, effectivement. Et je le comprends tout à fait. Mais il faut regarder aussi l'avenir. Et l'avenir, c'est la construction d'un nouvel espace, de nouveaux espaces qui vont permettre d'améliorer ce quartier politique de la ville de Guéret. Monsieur le Président Morancé, merci à vous. Je vous libère, puisque je sais que vous devez rejoindre en effet les différentes personnalités, les officiels dans ce QG qui est organisé et mis en place à l'espace André Lejeune. Merci à vous. Et puis bien sûr, nous serons connectés, si j'ose dire, par la pensée à 11h précises au moment de l'effondrement de cet immeuble du 12 de la rue Brézard. Ronan Rabot. Bonjour à vous. Vous êtes, directeur des ressources internes à Creusalis. J'ai aussi envie de vous demander, parce que vous avez des petits yeux ce matin, même si vous êtes quand même en forme, beaucoup de travail. Que ressentez-vous aussi, vous, à cette heure-ci? Comme vous l'avez souligné, il y a un peu de fatigue. Forcément, les nuits cette semaine ont été un peu écourtées, du stress. Et puis de l'impatience aussi, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille maintenant pour préparer cette journée et pour préparer cette action qui finalement va durer moins de 3 secondes. C'est assez particulier quand même. Alors, beaucoup de travail. Expliquez-nous un petit peu concrètement comment Creusalis a préparé cette opération. Alors pour les services de Creusalis, ça a débuté en fait en juillet 2019
quand nous avons réuni les habitants de cet immeuble pour leur annoncer donc, le projet de démolition. Et là, en fait, a débuté l'accompagnement pour les reloger, un accompagnement qui a duré 1 an et demi. On s'est laissé le temps hein, parce que c'est une page longue et difficile à tourner pour certains. Oui. Donc l'idée c'était bien sûr de ne pas les bousculer, de prendre le temps de leur proposer des logements dans lesquels ils puissent se projeter. Donc ça a été la première étape et en parallèle bien sûr la préparation du montage financier et administratif de l'opération. Alors, vous avez travaillé, donc il a fallu faire un appel d'offres, j'imagine, un appel, comment dit-on Oui, c'est ça. Déjà un appel d'offres pour trouver notre AMO, donc c'est-à-dire l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc l'entreprise qui nous aide à monter toute l'opération et puis après à la piloter jusqu'à la fin. Donc c'est Ginger Deleo qui a été retenue. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été de passer d'autres appels d'offres pour trouver les entreprises qui réalisent l'opération. Donc, en premier lieu, Melchior pour les opérations techniques et la préparation et la démolition du bâtiment. L'agence Misae pour le recensement et l'évacuation. Et puis DB Centre, Amoyantech qui était là en sous-traitance de Melchior. Alors on verra avec nos invités plus techniques, si j'ose dire, en effet, pourquoi autant d'entreprises pour ce type de déconstruction, sachant qu'elles ont des compétences déjà elles-mêmes, Ginger ou Melchior, dans ce domaine. Vous nous expliquerez, messieurs, en effet, comment ça se passe concrètement. Un investissement, en effet, humain sans précédent, investissement professionnel sur toutes vos équipes, Ronan Radbeau. Elles sont comment, elles aussi? Elles se sentent comment aujourd'hui? Excitées, émues, vos équipes? Très concernées, en tout cas, de ce que j'ai pu voir ce matin au rendez-vous de 5 heures, quand on s'est tous retrouvés. Tout le monde était très concentré et très investi. On a plus de 60 personnes de Creusalis qui sont là aujourd'hui pour accompagner les habitants, pour que tout se passe le mieux possible. Et il y a d'autres partenaires avec lesquels vous allez travailler, même celles qu'on ne peut pas forcément soupçonner, comme la SNCF, puisqu'il y a une ligne de chemin de fer juste à côté. Oui, tout à fait. Creusalis est très investi, mais pas seulement. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on se réunit avec les autorités locales, les concessionnaires, tous les partenaires qui sont concernés par l'opération. Une fois par mois, on se réunit en fait en comité de pilotage pour être prêt aujourd'hui. Donc vous avez cité la SNCF aussi. Il y a aussi GRDF, il y a la ville de Guéret évidemment, l'AGLO, les forces de police, les pompiers, la préfecture. Et toutes ces personnes, en tout cas responsables, sont rassemblées dans un bunker, un peu dans un QG à l'espace André Lejeune. Exactement. Bien sûr, on vous retrouvera, vous nous expliquez un petit peu comment ça se passe depuis ce matin sur le terrain, avec notamment les personnes qui habitent le quartier. Mais là, je me tourne vers vous, Damien Orcel et Jérôme Colliati. Damien Orcel, vous êtes responsable du développement référence, en plus, économie circulaire au groupe Ginger. Jérôme Colliati, vous êtes directeur de travaux chez Melchior. Alors, vous êtes les spécialistes en France de la démolition d'immeubles. Les spécialistes, ça veut dire que vous êtes seuls ou vous êtes les meilleurs si vous êtes là aujourd'hui? Damien Orcel. Alors, côté Ginger, c'est vrai qu'on a une certaine expertise de ces travaux-là. On fait de l'ingénierie de la déconstruction depuis un grand nombre d'années. Et on a développé cette expertise sur la base de retours d'expérience, de professionnels qui nous accompagnent au quotidien. On a actuellement un référent sur le terrain. Également un expert qui est au poste de commandement. Donc c'est toute une équipe qui travaille sur le sujet de la démolition de manière générale et sur l'explosif encore plus, avec des équipes qui sont fortement mobilisées. Puis un retour d'expérience sur la base de tous les chantiers qu'on a pu faire, que ce soit des tours, des bars, des sites industriels, à l'explosif également. Et alors pourquoi en effet tout ce chapelet d'entreprises, si j'ose dire, vous avez pas toutes les compétences en interne? Comment ça se passe pour qu'il y ait autant d'entreprises qui interviennent? Alors, côté ingénierie et pilotage, en fait, nous, on assure l'AMO, la maîtrise d'œuvre du chantier et le pilotage, mais on est obligé de se faire accompagner par exemple, l'entreprise Misae, qui s'occupe de vraiment tout le recensement. Oui, qui est une entreprise de communication au départ. Tout à fait. Oui. Dont le rôle est vraiment de piloter les évacuations, de recenser toutes les personnes qui sont dans le périmètre, et c'est un vrai travail que nous-mêmes, on n'assure pas et qui est réalisé par des spécialistes en communication. Ça, c'est pour la partie ingénierie. On pourra compléter avec le rôle également d'un contrôleur technique, la société Socotec aussi, qui intervient pour tout le contrôle des travaux.
Et puis après, c'est toute la partie de travaux. Donc, Jérôme pourra l'expliciter, avec des spécialistes pour chacun des métiers, le désamiantage, la déconstruction, le foudroyage, tout ce qui concerne les travaux. Et on verra à travers des images, en effet, en quoi ça consiste, notamment le désamiantage. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez l'habitude de travailler ensemble, alors vos entreprises, si vous êtes aussi spécialisés, il doit y en avoir peu en France, donc vous savez quand même gérer tout ça. Vous avez l'habitude de réagir les uns les autres parce que vous connaissez bien, c'est important ça? En fait, il y a assez peu d'entreprises spécialisées sur les sujets de déconstruction à l'explosif. Melchior en fait partie. Je pense que c'est des grands professionnels du métier. Et puis, en effet, il y a des habitudes de travail avec ces entreprises-là. Avec Melchior, on commence à se connaître, à se pratiquer, à savoir vraiment les anticipations, les différents points d'étape. Et c'est assez agréable de travailler avec des entreprises qui sont professionnelles comme ça. Alors, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux parce que vous m'avez dit, lorsque nous avons échangé pour préparer, mais nous, d'habitude, on est avec nos équipes sur le terrain. Et là, bon, on va être vraiment stressés. Vous aussi, vous êtes stressés? Alors là, on sent que ça monte depuis hier. On a beau maîtriser le sujet, il y a toujours une petite phase de montée en pression. C'est vrai que je pense que ce qu'on se disait dans les 5 dernières minutes, on aura plus de mal à parler, puisque toujours une petite petit stress. Une par angoisse, bien sûr. Mais globalement, c'est quand même des opérations qui sont assez intéressantes, qui sont plutôt motivantes et qui sont surtout très impressionnantes. Jérôme Colliati, donc vous êtes directeur de travaux chez Melchior. Quelle spécificité, s'il y en a une d'ailleurs, a cet immeuble de la rue du Docteur Brézard pour vous en tant qu'intervenant au niveau notamment des explosifs? Bonjour, oui. Les avoisinants. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont très proches. On est pour moi en cœur de ville. Donc là, les protections, on a passé 2 jours à faire le chargement. Et on a passé donc depuis jeudi. Qu'est-ce que vous appelez le chargement? Le chargement, c'est la mise en place des explosifs, des détonateurs dans la tour. Donc là, c'était mardi, mercredi. Et depuis jeudi, on est sur les protections périphériques. On peut voir sur les images qu'il y a beaucoup de bâches sur les maisons voisines. On a mis vraiment beaucoup de brumisateurs pour capter et rabattre la poussière. On a fait un tapis spécifique du côté de l'immeuble voisin en caoutchouc. C'est une première. C'est une première ici à Guéret. Oui, une première à Guéret. On avait empilé aussi des conteneurs. Voilà. Donc les avoisinants, c'est vraiment la problématique technique de ce tir. Après, Est-ce que l'immeuble en lui-même a une particularité, je ne sais pas, de par sa forme, ou qui fait que voilà, ça modifie peut-être un peu cette parfois. Petite forme en H. Oui. Après, la conception, c'est pas des voiles béton, on est tombé sur des parpaings, mais ça, on le sait depuis 3-4 mois qu'on a commencé l'affaiblissement, les forations, et Ginger, Melchior ont adapté le type d'explosif pour le chargement. Alors, en effet, on dit que les travaux remontent il y a 2 ans à peu près. Quels ont été les premiers travaux, au-delà bien sûr de déplacer les personnes, une fois que l'immeuble a été vide? On fait quoi? On enlève les parois, on arrache le papier peint? Quand même. Déjà, on s'installe, donc on met en place toutes les installations de chantier autour du chantier, puis après on fait un premier curage du bâtiment pour pouvoir procéder au désamiantage, qui est assez long, comme vous l'avez explicité. C'est vraiment une opération de désamiantage qui a duré 2 mois. On verra quelques images en effet dans le courant de cette émission. Et puis après on cure et on affaiblit. Alors curer, c'est enlever tout ce qui est en trop, si j'ose dire. Alors, Jérôme Colliati. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la première opération, le pré-curage avant désamiantage, c'est retirer les encombrants. Et le curage, c'est ôter tout ce qui est du second œuvre. Et on laisse que le gros œuvre, donc le béton, les voiles béton, les murs porteurs, les planchers. Mais tout ce qui est du second œuvre est retiré et réemployé. Alors, c'est une question qui me vient comme ça, donc c'est très, très spontané. J'imagine que pour en arriver à une telle technicité, une telle technologie, avant d'avoir ces compétences-là, on fait des essais sur des maquettes, on fait des essais. Comment ça se passe pour savoir comment va réagir le bâtiment et l'environnement? Alors, sur cette tour-là, on n'a pas fait des tirs d'essai. Sur notre précédent à Bourges, on avait une particularité avec du polystyrène entre 2 voiles où on a fait des tirs d'essai sur un voile pour voir comment il réagit et quel, on va dire, explosif utiliser. À des explosifs qui sont maintenant reliés à la technologie et non plus à la simple technique ou à l'électricité. Donc la technologie, ça vous apporte comment dire, un bien-être, si j'ose dire, ou en tout cas une facilité d'intervention? Oui, maintenant on utilise beaucoup de détonateurs électroniques. Bon, il y a des non électroniques. Ceux-là
Une fois qu'ils sont en place, ils sont en place. Mais après, pour initier tous ces détonateurs qui sont reliés entre eux, on utilise des détonateurs électroniques. Et ceux-là, on peut les interroger à tout moment pour voir s'ils répondent bien, s'ils sont bien reliés. Donc, on a une sécurité sur le tir pour un contrôle. Alors, rapidement, vos équipes se trouvent où à l'un et à l'autre Damien Orcel, pour Ginger, elles sont où les équipes de Ginger? Alors, elles sont un petit peu partout, au poste de commandement déjà, pour échanger avec la préfecture. Donc, à l'espace André Tout Lejeune. à fait. Pardon. Donc là, on a une personne qui est en direct avec la préfecture, avec les instances de police. On a une personne qui est aussi au poste de commandement, mais pour coordonner les intervenants de Misaël et toute la partie évacuation et vraiment pilotage du tir. Et puis ensuite, on a des équipes qui sont également en train de poser des capteurs, parce que vous citiez tout à l'heure tout l'environnement qui est assez contraint, et notamment la voie SNCF, donc avec des capteurs de vibration, Ah oui. pour vérifier l'absence de vibration sur tous les ouvrages avoisinants. Ça, c'est un point important. Et puis après, essentiel, au poste de tir, on a donc notre expert qui va vraiment suivre et participer avec les équipes de Melchior au fait d'appuyer sur le fameux bouton et contrôler les détonateurs. Vous nous direz qui appuie sur le fameux bouton, mais avant cela, Jérôme Colliati, vos équipes sont où? Parce que, pareil, vous disiez, moi j'aurais voulu être avec mes équipes, même si je suis heureux d'être là pour parler avec, bien sûr, les spectateurs qui nous regardent. Oui. Ce qui me manque, c'est de ne pas être relié à la radio là, actuellement, pour savoir tous les préparatifs et toutes les levées de réserve qui se font. On ne peut pas le relier à la radio, du côté de l'équipe technique de Cooks? Non, c'est pas possible. Ça va crésiller. Mais donc nous, là, tous ceux qui ont fait les protections vont passer derrière le poste de tir. Je regarde les caméras, il n'y a plus personne sur le chantier. Je suppose, alors c'est Jean-Nicolas Melchior, notre président, qui est présent, avec Antoine Berthelot, qui est le chef de tir. Donc c'est eux qui pilotent toutes les opérations. On a Jean-Pascal Azambournou chez nous qui est au PC de commandement, qui nous représente. Mais sinon, après, toutes les équipes vont aller derrière le périmètre de sécurité, comme tout le monde, derrière le PC de tir, et regarder et croiser les doigts. Et on peut dire en effet aux personnes qui nous regardent sur la chaîne YouTube de Creusalis ou dans les différents endroits où vous vous trouvez à Guéret que nous sommes particulièrement bien placés. On a la tour vraiment tout juste hors périmètre bien sûr, mais dans notre viseur, et que vous aurez bien sûr une vue très très précise grâce aux caméras qui ont été installées pour filmer cette opération quand même très particulière. Je vous propose tout de suite d'en savoir encore un peu plus sur les métiers qui ont été bien sûr pris en compte dans le cadre de cette démolition. On va commencer notamment, c'est une intervention de Frédéric Suchet, le directeur général de Creusalis, qui pour lui aussi, c'était un grand défi que de mettre en place toute cette opération. Donc un grand défi, à la hauteur d'abord de nos compétences techniques en interne, ce qui nous permet aussi de les valoriser, et moi j'aime bien quand on peut valoriser le savoir-faire de nos collaborateurs, mais qui a nécessité aussi à ce qu'on fasse appel à d'autres savoir-faire techniques qui viennent du coup d'un petit peu partout en France, pour être vraiment focus sur cette opération hors norme. Je représente le groupement constitué de Melchior Démolition, Avenir Déconstruction, un confrère démolisseur, Amiantec, qui réalise tous les travaux de désavantage, et DB Centre, qui réalise les travaux de curage. On a l'habitude d'avoir des groupements d'entreprises qui répondent. Ça permet en fait aux entreprises de plutôt se concentrer sur ce sur quoi ils sont spécialisés. Et par exemple, là, le désamiantage est quand même une part importante qui nécessite beaucoup d'opérateurs. C'est une vingtaine d'opérateurs par jour qui travaillent sur la tour. Donc là, c'est mieux de faire appel à des entreprises de désamiantage beaucoup plus conséquentes. Et donc, les entreprises de démolition, souvent, co-traitent, en fait, se mettre en co-traitance avec ces entreprises de désamiantage pour pouvoir suivre au mieux l'opération. On va retrouver les mêmes équipes types que sur un chantier de démolition classique dans sa globalité. Il y aura nos équipes qui installent le chantier, installation de la base vie, aménagement extérieur, ceux qui posent les clôtures du site. Ensuite, nous aurons une nouvelle catégorie de travailleurs qui sont les opérateurs qui vont réaliser les travaux de curage. Le curage, ça consiste à mettre à nu le bâtiment, sans toucher bien sûr aux matériaux amiantés. On vient retirer tout ce qui est éléments architecturaux, qui sont finalement des déchets du bâtiment, tout ce qui est non inerte. Ensuite, nous avons la famille des désamianteurs, si on peut dire, qui viennent retirer tout l'amiante du bâtiment avant de le démolir. Ensuite, nous aurons l'équipe des démolisseurs, qui viendront, dans un chantier classique, préparer le bâtiment pour la démolition. Ici, ce sera des personnes qui seront chargées de réaliser les travaux de préparation avant ensuite la mise en place des explosifs, qui là seront ensuite réalisés par des artificiers. On a un pic quasiment à 40 hommes jour.
entre le désamiantage, le curage. Et ensuite, dans les opérations pareilles de foration, affaiblissement, on va être aux environs de 25 personnes à la journée, hors encadrement à chaque fois. Et puis au moment du chargement, la mise en place des explosifs, ce sera une vingtaine d'artificiers aussi qui seront là pendant quasiment une semaine pour mettre en place les charges. On a toujours de l'encadrement sur chantier qui est très expérimenté, avec du personnel d'entreprise, compagnons ou conducteurs d'engins qui sont également expérimentés. On complète également soit par du personnel intérimaire, du personnel local, importé localement, et également aussi du personnel en insertion professionnelle. Nous avons une clause d'insertion professionnelle à accomplir, environ 1000 heures sur ce chantier, proportionnel à la taille du chantier. Or, ce personnel-là, il est formé auparavant par la société de travail temporaire qui les emploie. Et ensuite, ils ont bien sûr un accueil sur chantier par le chef de chantier, d'un point de vue sécurité et méthodologie de travail. Oui, en désavantage, pour le coup, c'est très cadré, les choses sont très cadrées, et par la norme, par les organismes de certification, ça peut être uniquement du personnel en CDI, formé opérateur désavantage, sous section 3, avec un suivi médical renforcé. Donc ça, on ne peut pas prendre ni de personnel local extérieur à l'entreprise, c'est forcément du personnel de l'entreprise. En l'occurrence, c'est l'entreprise Amiantec. Alors, messieurs, avant que nous revenions sur toute la technique et la technologie, je me tourne vers vous, Ronan Rabaud. 1600 connexions à l'heure actuelle pour ce plateau. Oui. Vous êtes content? Oui, très content. Très content. 1600 connexions, plus les habitants accueillis à André-le-Jeune qui nous regardent sur l'écran. À l'espace Fayol aussi, dans les bars aussi, on les remercie d'avoir retransmis. Oui. Donc non, c'est sûr, on est forcément plus content quand en ayant préparé tout ce dispositif qu'il y ait du monde qui le regarde. Et ça veut dire que ça intéresse, ça implique, ça mobilise les personnes qui habitent Guéret ou la Creuse, voire peut-être même l'extérieur d'ailleurs. Ça c'est certain, on a pu le mesurer en tout cas au nombre de sollicitations d'habitants qui nous demandaient comment voir ce matin ce qui se passe. Donc forcément, il y a de l'intérêt, mais c'est une page importante pour la ville. Alors, messieurs, et vous pourrez répondre d'ailleurs, Ronan également, vous avez choisi la technique et la technologie de l'implosion pour cet immeuble. Il y a d'autres technologies. Pourquoi celle-ci l'avez-vous choisie ? Alors ça, c'est un grand sujet. Il y a plusieurs techniques qui peuvent se présenter à nous pour la déconstruction d'un ouvrage de ce type-là. La principale, c'est la déconstruction mécanique. Donc, c'est une déconstruction avec une pelle mécanique équipée d'un grand bras. C'est une solution qui est intéressante, mais qui, effectivement, va nécessiter la mise en place d'une pelle avec un recul suffisant. Là, on a vu qu'on était assez contraint autour. Et puis, c'est surtout une pelle qui va travailler longtemps avec des nuisances qui vont durer assez longtemps aussi, des nuisances de chantier, puisqu'il y a la chute d'éléments, la chute de déchets, la chute de gravats pendant assez longtemps. Et puis, la deuxième solution qui se présentait à nous et qu'on a aussi étudiée dans le cadre d'une étude de faisabilité en amont, c'est la solution justement par implosion, par utilisation d'explosifs. C'est une solution qui est intéressante puisque donc, ça ne nécessite pas d'ouvrage d'engins de démolition autour. Et puis c'est une nuisance qui va être concentrée sur quelques secondes pour tous les avoisinants, c'est-à-dire des poussières, il y en a, mais elles sont contrôlables et elles vont être concentrées pendant quelques secondes après la démolition. Donc il y a aussi une prise en compte quand même alors bien sûr des habitants autour, mais aussi de cette notion d'environnement. Vous êtes vous-même responsable et référent économie circulaire. Ça fait partie de vos analyses, de vos réflexions, de prendre en compte cet impact sur l'environnement. Tout à fait. Alors, on le voit apparaître de plus en plus et on pousse pour ça. C'est un critère vraiment environnemental dans les choix des entreprises, dans les choix des méthodologies. Donc là, on a parlé des nuisances. C'était une nuisance environnementale qui est importante. Le bilan carbone d'une opération de ce type-là, une pelle de démolition qui va travailler pendant des mois à l'abattage, ça va quand même consommer pas mal de carbone. Donc là, on concentre aussi cet impact-là. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit apparaître des notions d'économie circulaire dans la gestion des matériaux, dans un tri préalable pour recyclage, pour réemploi, et puis également après pour l'évacuation de ces bétons qui vont être recyclés et qui vont être traités. Sous combien de temps ? Alors là, une fois que le bâtiment sera à terre, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois pour vraiment faire le broyage au sol de tous les matériaux et puis les évacuer pour recyclage. Et donc, évacuer pour recyclage, ça veut dire que tous les matériaux vont être réutilisés pour de nouvelles constructions ? Oui, alors vont être recyclés en béton
pour faire du remblai technique, pour faire des nouveaux bétons. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui pour le recyclage des bétons. Alors, je ne sais pas si on voit l'image de l'immeuble à l'heure actuelle sur l'écran. On voit des ronds bleus, comme des espèces de piscines en boudin. Expliquez-nous, Jérôme Colliati, à quoi ça correspond et à quoi ça sert surtout. Mais c'est des piscines. Ce sont des piscines, d'accord, C'est oui. pour aller se baigner après le tir. Non, alors voilà, pour on va dire contenir les poussières. Donc il y a un explosif qui est dans les piscines. Les piscines, là, c'est en millisecondes que ça se parle. Elles sont programmées 80 millisecondes juste après le premier explosif détonateur qui est dans la tour. Ça va faire une gerbe d'eau qui va monter plus haut que le bâtiment et ça va capter les poussières pour les faire redescendre. C'est vraiment, en plus des brumisateurs. Au-delà de l'effondrement de l'immeuble, il va y avoir ces jets. Voilà, Ah oui. voilà, tout autour les piscines. Alors là, on était un petit peu contraint. Des fois, on peut en mettre vraiment tout autour du bâtiment. Mais ces piscines, elles sont là pour capter la poussière. Une fois que le bâtiment il va retomber sur lui-même, c'est là où il fait la poussière. Les piscines montent et redescendent pour capter la poussière. Ça fait partie, avec les brumisateurs qui sont tout autour, ça fait partie du mode opératoire pour gérer le moins de nuisances possible et le moins de poussière possible. Donc, voilà. oui, pardon. Excusez-moi. Oui, Quelque chose qui est très important ici, c'est que l'eau qui va être utilisée pour les brumisateurs, vous voulez le dire, non, mais allez-y. Ou pour les piscines, c'est l'eau de récupération des eaux de pluie qu'on va chercher à une dizaine de kilomètres. Ce n'est pas de l'eau potable qu'on a pris sur le... Voilà, vraiment l'environnement est un facteur très important pour nous, pour Ginger, pour Melchior, et c'est de l'eau de récupération. Donc au-delà de l'effondrement lui-même, il va y avoir, parce qu'on dit que ça va durer 2-3 secondes, mais on peut rester quand même à l'image plus longtemps, parce qu'il va y avoir ces piscines qui vont envoyer des gerbes d'eau, il va y avoir quand même un peu plus que 3 secondes à regarder. Oui, là je regarde dehors, il n'y a pas beaucoup de vent. Oui, je peux me tourner, donc le nuage, la poussière va un peu stagner sur la tour. Voilà, et parce que quand il y a du vent, ça part plus Vous vite. auriez aimé qu'il pleuve un peu? Pas trop, mais un peu. Oui. Oui. Et du brouillard. Et du brouillard, oui. Pour contribuer justement à éliminer ces poussières. Cette tour donc de Brézard, elle est bien sûr complètement vide de matériaux. Les fenêtres même, il n'y a plus de fenêtres non plus. Il n'y a vraiment que le corps en béton qui reste. Exactement, il n'y a plus que du béton. Et combien en tonnes, ça représente combien le béton, vous le savez? 10 000 tonnes. Ah bah heureusement que vous êtes là sur scène. Merci Damien. 10 000 tonnes de béton donc, qui vont être en effet recyclées. Le désamiantage, c'est vous, chez Melchior, qui gérez cela, Monsieur Colliati. Alors, on va voir en effet le travail de vos équipes. Ce sont des équipes jeunes qui travaillent. Qu'est-ce qui les attire dans ce métier où on dit parfois qu'il y a des difficultés de recrutement dans le bâtiment? Apparemment, ce n'est pas le cas chez vous, ce sont des jeunes. C'est parce que ce sont des métiers qui sont un petit peu hors normes dans le bâtiment? Oui, c'est vrai qu'on a tous la problématique de recrutement dans nos effectifs. L'amiante est un métier technique avec des normes, avec des formations. C'est des formations qui sont diplômantes, donc qualifiantes, avec une rémunération supérieure à d'autres personnes comme ceux qui curent les bâtiments. On appelle nos manœuvres. Et puis voilà, la technicité, on utilise beaucoup, c'est mécanisé, donc c'est un métier. Alors, la pénibilité, parce que vous allez les voir à mon avis avec les masques, les combinaisons. Mais les temps de travail sont adaptés. Ils font des vacations, 3 vacations maximum par jour de 2 heures. Voilà, c'est un métier technique et je pense que les gens sont attirés par cette technicité. Eh bien écoutez, on regarde tout de suite en quoi consiste le désamiantage. Le désamiantage, c'est quoi? C'est d'abord confiner le bâtiment, c'est-à-dire qu'on l'isole de l'extérieur. En fait, on déploie des polyanes, en fait, des bâches qui sont tendues en fait, sur les surfaces non contaminées par l'amiante. Et ensuite, tout ça est mis en dépression avec des extracteurs d'air en fait, qui mettent l'intérieur du bâtiment en dépression, c'est-à-dire que l'air ne peut que rentrer dans le bâtiment et non pas en sortir. Et il y a des sas d'accès, les désamianteurs passent par ces sas et ils travaillent à l'intérieur avec des combinaisons et des protections respiratoires. Donc il se déshabille, il prend un kit de sous-vêtements jetable, chaussettes, caleçons, t-shirt, il s'habille, il met sa combinaison, il met des cartouches à sa batterie, tout du moins il fait son test de batterie pour voir si le débit est bon sur sa batterie. Après il met son masque, il se scotche, il met sa batterie, branche son tuyau, met ses gants, il scotche ses gants, il met ses gants de manute, hop, il rentre en claquette dans la zone au début, comme ses bottes sont déjà dans la zone.
Et en sortie de sas, il met ses bottes, il scotche ses bottes et après il monte travailler. Le chantier que c'est actuellement, c'est de la dalle principalement. Pareil, il y a un petit peu de conduit fibro et du ponçage mural. Mais on retire l'amiante. Donc là, les dalles, il faut les retirer. Et ce qui est amianté, c'est la colle bitumineuse en dessous. Puis après, on ponce, on retire toute l'amiante. C'est ça, aussi simple que ça. Donc en fait, on procède à un raclage manuel. C'est des raclettes. On racle la dalle avec une personne à côté qui brumise pour éviter l'émission de poussière. Après, on a le ponçage de la colle bitumineuse. Donc on a une personne qui ponce avec un tuyau d'aspi qui va à un aspirateur. En fait, ça aspire la poussière à la source. En fait, au niveau du disque, ça aspire. Toutes les poussières sont aspirées dans un aspirateur THE. Tout ça est mis dans des sacs qui sont fermés hermétiquement et évacués pour être après amenés dans des centres d'enfouissement. Chaque fin de journée, il faut qu'il n'y ait plus un déchet dans la zone. Ce qui a été déposé doit être ramassé, conditionné, évacué. Sorti et mis dans un parc à déchets. En fait, on a un chef de zone dans la zone qui est en relation avec moi à l'aide d'un talkie-walkie. Et en fait, moi, je les appelle pour pouvoir faire descendre les gars en fait, dans les sas. Ils arrivent au sas à deux. Ils se dépoussièrent avec à l'aide d'un aspirateur THE, pareil. La première douche, c'est une douche de décontamination. En fait, ils rentrent habillés avec masque, toujours scotché, le masque, la combinaison. Ils se mouillent entièrement, ils se décontaminent en fait, à l'eau. Ensuite, une fois qu'ils sont bien décontaminés, ils se déscotchent, ils retirent leur combi, ils retirent leur kit sous-vêtements. Donc là, tu mets tes combinaisons, tout ce qui est combinaison, scotch, sous-vêtements, chaussettes. D'accord. Et là, les gars prennent leur douche nue, avec le masque, la cartouche, la batterie. Ils se prennent une douche avec le masque. Ensuite, ils oublient leur cartouche, ils jettent leur cartouche, ils referment même pas. Et dans le troisième sas, on voit après, c'est le sas de séchage. En fait, ils se sèchent, ils se rhabillent, ils mettent leur peignoir. Il faut du sérieux dans ce métier, Jérôme Colliati. Il faut des personnes responsables, parce qu'il y a aussi des risques quand même liés à l'amiante. Oui, il y a un protocole des amiantages et on le voit là. Avant de sortir de la zone, ils passent 5 compartiments bien distincts où ils doivent se doucher 2 fois, mettre les affaires sales dans un sac comme on l'a vu. Donc c'est très normé, très cadré et il faut être très très sérieux. Alors Ronan Rabot de Creusalis, le stress monte parce qu'il dit ça y est, on a passé la demi-heure, on arrive dans la dernière demi-heure. Je me posais juste une question parce qu'en tournant vers la tour, j'ai vu 2 oiseaux au-dessus de la tour. Ils vont être choqués, ces oiseaux, non, quand ça va imploser? Alors en général, c'est vrai qu'on constate qu'il y en a qui s'envolent un petit peu avant, et au plus tard, au moment de l'activation des détonateurs, il y a un petit crépitement, et là d'un seul coup, tout le monde part. Ah oui, donc ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Ce qui est important, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un séquençage. Entre le premier détonateur qui va partir et le dernier, il y a, il y a peut-être 500 millisecondes. Donc dès que le 500 millisecondes. D'accord. Mais ça suffit à ce qu'ils prennent leur envol. Donc dès qu'ils vont entendre le premier détonateur, ils partent. Et puis il va y avoir les sirènes. Les sirènes Donc aussi. ça, je pense déjà que ça va les faire réagir. Ronan Rabot, alors ça s'est passé comment l'évacuation? C'est terminé depuis 9h. Comment ça s'est passé ce matin? Vous êtes sur le pont depuis très, très tôt, vous, hein? Eh bien, ça s'est bien passé. Tout le monde a été évacué. La zone a pu être fermée hermétiquement et on a l'assurance maintenant que plus personne, à part le personnel de Melchior et de Ginger, est dans le périmètre. Et donc mais comment on s'assure concrètement qu'il n'y a personne? Il y a les caves, il y a... Ça a été un travail très très minutieux donc qui a été entamé en fait au mois de janvier. On a fait appel à l'agence Misae de Limoges, on en parlait tout à l'heure. Au mois de janvier, ils ont fait un recensement. Ils sont allés voir chaque logement du périmètre. Et puis, noter combien il y a de personnes dans le logement, est-ce qu'ils seront présents donc aujourd'hui le dimanche 14, est-ce qu'ils souhaitent être accueillis à la Saint-André-le-Jeune ou pas, est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement particulier pour raison de santé, est-ce qu'il faut prévoir des ambulances pour le déplacement ou quoi, voilà. Donc il y a eu ce recensement précis fait en janvier et puis tenu à jour depuis, pour arriver ce matin à partir de 7h
avec des listings. Donc les habitants avaient pour consigne de sortir de leur logement à 7 heures. Ils allaient à un poste de contrôle et là on notait sur le listing qu'ils étaient bien sortis de chez eux. Et puis ils partaient après par bus direction la salle André Lejeune. Et on les remercie vivement d'ailleurs. On vous remercie mesdames et messieurs qui êtes notamment à l'espace André Lejeune et puis les autres qui sont allés éventuellement dans de la famille ou ailleurs. Parce qu'un dimanche matin, vous faire lever si tôt pour partir toute la journée, en tout cas jusqu'à 15h à peu près, hein, je crois. Non, ils vont rester jusqu'à quelle heure? Alors si tout va bien, on espère pouvoir rouvrir le périmètre vers 14h. Et donc oui, à peu près 1 heure pour ramener tout le monde par quart dans le périmètre. Merci en tout cas à vous. On me précise qu'il y a plus de 2000 connexions, Ronan Rabault, sur, voilà, liées à cette rencontre et à cet événement. Précisez-nous, présentez-nous ce qui se passe à l'espace André Lejeune, comment c'est organisé? Donc, j'en profite pour remercier l'équipe de l'espace André Lejeune hein, qui s'est investi, qui est là aussi depuis 5 heures, qui était là tous ces derniers jours pour préparer la salle et qui se sont montrés très disponibles et très aidants. Merci à eux. Donc, à l'espace André Lejeune, donc on a déjà les équipes de Creusalis, hein, tous ceux qui étaient à l'évacuation ce matin sont repartis à la salle. On avait aussi une équipe d'accueil prête et donc qui a accueilli avec croissant, café et chocolat, tout le monde à partir de 7 heures. Ensuite, il y a différents espaces aménagés pour les enfants notamment. Et puis, à midi, il y aura un déjeuner. Et avant, bien sûr, la démolition, ils pourront donc la voir, je le disais tout à l'heure, sur grand écran à la salle. Donc André Lejeune, oui. Où il y a également un point de la Croix-Rouge ou en tout cas de santé pour les personnes qui avaient des traitements ce matin réguliers et qui n'ont pas pu les avoir chez eux. Et donc, vous avez tout organisé. Qui vous a expliqué, si j'ose dire, parce que vous, Creusalis, vous n'aviez peut-être pas ces compétences-là pour savoir comment faire pour à la fois évacuer, pour installer un PC, etc. Ce sont les équipes de Ginger, de Melchior qui vous informent de la manière dont il faut procéder? Alors, vous faites bien de le dire hein, complètement, c'est pas notre métier. Et oui. On s'est entouré, bien sûr. Pour le dispositif d'évacuation santé, on a noué un partenariat avec l'Ordre de médecins de la Creuse. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du recensement, les personnes qui déclaraient avoir des problèmes de santé remplissaient un deuxième formulaire confidentiel hein, qui était envoyé directement à l'Ordre des médecins de la Creuse, qui, eux, nous ont dit après quel dispositif mettre en place pour ces personnes. Voilà. Et au niveau de l'organisation et de la gestion en elle-même de cet événement, là aussi, vous n'aviez pas forcément, c'est pas votre cœur de métier, donc ce sont ces entreprises-là qui ont l'habitude, qui vous expliquent comment faire, comment mettre en place tout cela, ou vous avez vous-même réfléchi en se disant on va pour l'accueil en lui-même pour l'accueil, pour le fait qu'il faut en effet recenser tout le monde, pour les horaires, pour que tout fonctionne. Mais, effectivement, donc il y a une partie pour l'accueil lui-même, hein, on parlait du déjeuner, tout ça, du café et compagnie. Donc tout ça, c'est Creusalis qui a encadré et mis en place tout ce dispositif. La santé, l'Ordre des médecins de la Creuse qui nous a accompagnés. Et puis pour tout le reste, c'est le fruit des échanges qu'on a eu depuis 1 an en comité de pilotage. L'accueil en faisait partie et les conseils sont venus de partout, en fait, hein, de Melchior, de Ginger, mais aussi des services de la préfecture, de la ville. Voilà, oui, c'est vraiment un travail collectif. En même temps, c'est passionnant, j'imagine, de réfléchir à tout cela parce qu'il y a tellement d'enjeux. Vous avez appris, j'imagine, beaucoup de choses, Ronan Rabault. Je crois qu'on a tous appris beaucoup de choses à Creusalis, là, et il va falloir prendre le temps de se poser pour relister là, tout ce qu'on a vu, appris, découvert de ces derniers jours. Et je ne crois pas trop m'avancer en disant que ça va marquer nos mémoires et nos carrières. Et vos esprits, tout à fait. Vous vous sentez comment, messieurs? Parce que là, il est 11h moins le quart, 10h45. Comment vous sentez-vous, Jérôme Colliati, Damien Orcel? Très tendu. Très tendu. Je vois M. Melchior et Jérémy Ducournau de chez AD, ils font le tour, ils allument les brumisateurs. Vous les voyez de là, oui. On a moins d'un quart d'heure. Donc on voit le premier brumisateur à votre droite est allumé. Là, ils sont au pied du deuxième. J'ai eu M. Melchior par texto, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Oui. Je suis désolé. Non. Tout va bien. Tout va bien. Donc déjà un quart d'heure avant, on humidifie déjà la façade. Parce que c'est parce que le périmètre va être fermé. Oui. Donc là, pendant un quart d'heure, là c'est le dernier quart d'heure. Une fois qu'ils ont allumé les brumisateurs, là ils ferment le périmètre et ils vont tous au PC de tir. Alors nous, on en voit 2 de brumisateurs. Il y en a combien en tout? 7 en tout. 7 en tout, tout autour de l'immeuble. Voilà.
qui sont en train d'être mis en action. Alors c'est vrai quand même que cet immeuble du 12 de la rue de Brézard est un immeuble particulier parce que c'était le premier immeuble à avoir un ascenseur panoramique. À cette époque, c'était quelque chose de très rare. Et en plus, il y avait une grande fresque qui a été réalisée par des élèves de collège et lycée de Guéret. Et pour en avoir toute l'histoire, je vous propose d'écouter l'architecte Miguel Arrojo, pour qui c'était un premier gros chantier. Et je salue Miguel Arrojo parce que je sais qu'il est présent à Guéret. Et il a précisé que c'était son premier chantier et aujourd'hui il va prendre sa retraite. Donc cet immeuble de la rue de Brézard est vraiment un immeuble très très important pour lui. Ça fait partie de son histoire professionnelle, mais je crois aussi de son histoire de cœur. À l'époque, l'office HLM, ça s'appelait comme ça, de la Creuse, donc l'ex-Creusalis, partait d'un constat tout simple, c'est-à-dire qu'il y a 75 logements, un seul ascenseur. Cet ascenseur, aux heures de pointe, était en saturation, donc des gens qui doivent attendre beaucoup. Quand il tombait en panne, il y avait des personnes âgées, quand elles habitaient au 10e étage, c'était de suite un drame. Donc en fait, il fallait doubler l'ascenseur. Eux, ce qu'ils attendaient, c'était une gaine en béton avec un ascenseur, enfin bon, ce qu'il y a de plus classique, c'est l'habitat social, tout ça. Moi, j'étais tout à fait ailleurs, quoi. Soit je faisais l'œuvre de ma vie, soit je faisais rien. Voilà, c'était ça un peu. C'est un immeuble, il est haut. Quand on est en haut, on a une vision qui est incroyable, c'est-à-dire on voit jusqu'à l'horizon, c'est fantastique. Et je me dis, bon, mais ça, il faut le mettre en valeur, quoi. Et alors, je dessine comme ça un ascenseur panoramique. Alors, on est en 1992, des ascenseurs panoramiques, il n'y en a quasiment pas. Sans doute parce que j'étais étudiant, j'étais complètement inconscient de l'enjeu, quoi. L'office dit, bon, ouais, enfin là, ça va un peu fort, mais si on revient peut-être un peu sur Terre, il y a quelque chose à faire, quoi. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, regardez, et puis regardez financièrement. Et là, la Creuse, bon, c'est fantastique, il y a des artisans qui ont des savoir-faire, il y a, je sais pas, il y a une astuce, il y a tout. Enfin, bref, le truc s'enclenche, une cabine d'ascenseur, encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire quand on les choisit, on choisit le modèle de cabine, et après on choisit les panneaux que l'on met pour l'habiller. Et en fait, on a mis du verre, c'est-à-dire que c'est fou, j'allais presque dire, c'est du bricolage, quoi. Du bricolage, et c'est comme ça qu'on arrive, mais alors avec, j'allais dire, toutes les astuces de tout le monde, quoi, des ouvriers, des ingénieurs, voilà, à s'offrir un ascenseur panoramique sur un logement social. On me dit oui pour un ascenseur panoramique, ce qui était déjà incroyable, mais je ne m'en rendais pas compte. J'avais un ami, Gérard Desplanques, qui était prof d'art plastique dans les lycées, collèges, et qui faisait des fresques dans Guéret. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai un pan de mur qui fait, je me souviens des côtes, 6 mètres de large, 30 mètres de haut. On trouve une boîte de peinture qui est prête à sponsoriser, c'est-à-dire à payer le matériel pour le faire. Le prof qui monte un projet pédagogique où, alors c'était par tranche d'une semaine, il prenait une classe qui non peut-être 2 classes, qui pendant une semaine peignait tous les jours. Ils n'avaient pas d'autre activité que de peindre. Et il peignait les panneaux. Voilà. Bon, il s'est dit, je me fais un bout de jungle avec un tigre, je crois, de mémoire. Mais après avec des oiseaux, jusqu'aux insectes. Alors quand on passait en voiture, on voyait la jungle et le tigre. Quand on était à pied, on voyait les oiseaux en plus. Et quand on prenait l'ascenseur, on voyait les insectes. Et tout ça, ça a été fait par les élèves de Guéret. Le résultat de tout ça, c'est déjà cette fresque que moi je trouvais géniale, quoi. Surtout signée collectivement par des tas et des tas d'élèves. C'est que ce qui s'en est suivi, c'est que après ce projet-là, les gens étaient vachement fiers d'habiter dans la tour Brézard. Il faut rêver, il faut vraiment rêver. Et quand on le pose comme ça sur le papier, quand même, un logement social à Guéret qui avait un ascenseur panoramique, quand on trouvait ça que dans les hôtels 5 étoiles et compagnie, c'est quand même extraordinaire, c'est un beau rêve.
s'est réalisé. C'est un beau rêve qui s'est réalisé, disait Miguel Arrojo, donc l'architecte de cet immeuble et surtout donc, de l'ascenseur panoramique. Messieurs, le compte à rebours est prêt à se déclencher. C'est donc à 11h précis, je le dis pour les plus de 2000 personnes qui sont connectées sur le site. C'est à 11h précis. Je sais que certains d'entre vous s'impatientent, mais c'est important aussi de raconter un petit peu l'histoire et la manière dont ça se passe. La question qui revient, c'est mais qui appuie sur le bouton? Est-ce que c'est un bouton sur lequel on appuie? Est-ce qu'on peut dévoiler comment ça se passe? Il y a des autorisations qui sont données, je ne sais pas, par la préfecture en matière de sécurité. Qui répond? Damien, Orcel? Alors, je peux commencer, oui. Au poste de commandement, il y a effectivement la préfecture, la mairie, toutes les équipes qui vont valider, qui vont donner l'instruction qu'il n'y a pas de problème pour appuyer sur le bouton. Et puis c'est au poste de tir, où il y a les équipes, les artificiers de Melchior, donc je te laisserai peut-être présenter, mais qui vont appuyer sur le bouton. Accompagné de Jérôme Pécon, de chez Ginger, il faut le préciser. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est au PC de tir, il ne reste que les personnes habilitées, donc le chef de tir, Monsieur Melchior, et c'est eux, il faut une certaine sérénité, du calme. Ah oui, il y a toute une procédure à partir de 10 minutes. Pourquoi le périmètre est élevé? Parce que le temps qu'on va interroger tous les détonateurs, voir s'ils répondent bien. Donc là, pendant 10 minutes, c'est toute une série de contrôles, d'armement de la machine, jusqu'au décompte final où ils vont appuyer sur les boutons. Il faut être plusieurs voilà, pour coordonner et pour la sécurité. Surtout. Alors, vous aviez bien précisé qu'ils étaient hors périmètre, bien sûr. Alors, on peut dévoiler où ils se trouvent ou c'est trop... Non, trop top secret, aujourd'hui, on ce peut le dévoiler. bunker. Non, ils sont dans la rue qui est perpendiculaire. Le nom de la rue m'échappe. Ils sont dans le périmètre parce qu'ils sont dans un conteneur qui est aménagé, qui est renforcé, avec un grillage pour avoir une vision sur la tour. Ils sont à peu près à 100 mètres du bâtiment. Alors, il va y avoir une succession de sirènes qui vont sonner. Il y en a une qui ne devrait pas tarder, d'ailleurs. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre ici. Vous pensez que oui? C'est Renan? Alors, honnêtement, je ne sais pas si on va l'entendre avec les fenêtres fermées. Effectivement, il y a une succession normalement de 3 sirènes, une à 10 minutes, une à 5 minutes et une à 2 minutes. Alors, je ne sais pas si en effet ici... Alors, c'est surtout, elles vont résonner autour de l'immeuble plutôt? C'est à cet endroit-là ou plutôt au PC? Oui, c'est pour l'équipe sur place. Oui, c'est plutôt pour l'équipe sur... Oui, c'est Jérôme? au PC de tir où il y a la sirène... pour avertir vraiment. L'objectif, c'est que tout autour du bâtiment, le périmètre est levé. Mais c'est vraiment pour, on va dire, nos équipes, bien les prévenir. Voilà. Et surtout, j'ai oublié de préciser, le bâtiment encore garde gêné jusqu'à 10 minutes, comme il y a des explosifs. Et il y a toujours l'équipe de gardiennage avec les chiens. L'équipe de gardiennage est toujours présente. Et oui, donc eux, par contre, ils ont intérêt à partir au bon moment. Ils ont 10 minutes. D'accord. Ok, alors on se retourne en effet pour voir. Vos brumisateurs fonctionnent bien. Et en effet, les explosifs ont été gardés jour et nuit. Et jusqu'à ce moment-là, quasiment, pour être sûr qu'il n'y ait pas, en effet, de problématique. Ce n'est pas votre première expérience, à l'un et à l'autre. Le stress, il est toujours là? Le stress est toujours là, surtout vraiment dans les dernières minutes. Je pense que quel que soit l'ouvrage, quel que soit le site, quelle que soit la difficulté, il y a toujours une petite pression qui monte sur vraiment les dernières minutes, quoi. C'est vraiment... Alors, depuis hier, on sent que les équipes aussi, les professionnels sont vraiment concentrés. Hier soir, je sais qu'ils sont allés se coucher tôt pour être debout et opérationnels vraiment de bonne heure, pour vraiment contrôler, mettre en place les protections. Et ils sont vraiment très concentrés là, le matin du tir. Et puis, c'est vrai que tout le monde sent bien cette petite pression qui monte. Ouais. Vous avez le nombre exact de personnes, en tout cas dans vos équipes, qui sont mobilisées aujourd'hui? On a entendu Renan sur les équipes de Creusalis. Donc oui, avec Melchior et comme on est en groupement avec la société AD, on est une 50aine de personnes. On est 10 artificiers, on a 10 aides artificiers et après on a une 30aine de personnes qui sont là pour toutes les protections. Mais une fois qu'on a fini de charger, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est passé aux protections. Il y a du boulot pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Ronan, vous êtes connecté avec le PC. Les informations on est dans les temps, tout va bien, il n'y a pas de contretemps? Oui, pour l'instant, pas de contretemps. Oui. On est toujours bon pour 11h. On est toujours bon pour 11h, en effet. Donc, comme il nous l'expliquait, il y a tous les contrôles, donc jusqu'à finalement, j'imagine que...
Et il faut prendre votre micro. Pardon, oui, pardon, j'imagine que c'est jusqu'à l'émotion. À la dernière seconde, ça y est, on commence à perdre pied. Pardon. Sachant donc, pour y a revenir à ce tous que les vous avez tests, dit, ouais, tout, donc, tout est calé. Hein. Pour l'instant, on est dans les temps. Pour Voilà. l'instant, on est dans les temps, mais tant que tous les tests ne sont pas effectués, on ne peut pas dire que oui, c'est bon, on sera pile à 11h. Alors, on n'a pas entendu les sirènes. Je crois qu'ici, on va avoir du mal à les entendre, même si on est vraiment... Il y en a déjà une, on me fait signe, qui a... Dans 5 minutes, il y en aura une autre qui va sonner. Voilà. L'angoisse est là. Il y a déjà eu... On ne va pas parler de ce qui ne fonctionne pas, mais bon, c'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas, qu'il y a eu des problèmes, et ils étaient liés à quoi? Alors, on ne parle pas de ces sujets-là, surtout 5 minutes avant le tir. Je pense qu'on pourra vous raconter tout ce qui s'est passé juste après le tir, mais sur des ouvrages comme ça, j'ai jamais eu de problème. Mais effectivement, c'est typiquement le genre de choses dont on ne parle absolument pas. Et qui vous fait monter le stress. Ça, c'est une question qui était vraiment judicieuse. Alors, Ronan est en train de voir, en effet, et de discuter pour savoir si tout va bien, si sur les décomptes, ça fonctionne. Les images, je pense que vous voyez en effet l'immeuble sur vos écrans. Vous voyez donc les piscines qui sont autour, avec de l'eau qui n'est bien sûr pas de l'eau potable, mais de l'eau de pluie, qui a été également peut-être de l'eau usinée, enfin qui était pas potable en tout cas. Pas, voilà. Nous aussi, on perd un peu pied. Il y a un camion qui arrive, voilà, la citerne qui arrive. Et la citerne, expliquez-nous, Jérôme. Oui, donc comme on n'est pas branché sur le réseau, l'AEP, comme on le dit, donc là, la citerne-là va servir à alimenter les brumisateurs pendant le tir. Chaque brumisateur a une pompe, c'est relié, et puis voilà, ça c'est la citerne qui alimente les brumisateurs. D'accord. Alors il nous reste 3 minutes, environ 3 minutes avant l'implosion. C'est vrai qu'ici on sent on sent la chaleur monter par rapport à cet événement. Il y a toujours en effet l'émotion, on peut penser à l'émotion des personnes qui ont vécu là, votre émotion aussi à vous en tant que professionnel et bien sûr des risques et de tout ce qui peut se passer éventuellement. Et puis quand même du travail accompli pendant 2 ans par toutes vos équipes et de la qualité de ce travail, Jérôme et Damien. 2 minutes simplement, moi je tiens vraiment à les féliciter, toutes les équipes, tous nos partenaires, DB Centre, Amiantech, Ginger, Melchior, AD, vraiment tout le monde, notre maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, on tient vraiment à remercier tout le monde pour ce chantier. Pour ce chantier, Damien. Également, je pense qu'il y a une grande pression. Et, on entend une sirène là. Et on entend, pardonnez-moi, on a entendu la sirène, oui. 2 minutes, pardon. J'en oublie encore le micro. Donc effectivement, une grande tension sur les derniers moments. Je pense à un gros travail qui a mobilisé toutes les équipes. Donc pareil, je tiens aussi à les féliciter, l'entreprise et tous les acteurs qui ont été mobilisés. La pression monte et juste après l'explosion, c'est justement la joie en général et c'est un super moment. Mais ouais, là en ce moment, je pense surtout au poste de tir. Là où ils sont en train de contrôler les derniers détonateurs et vérifier que tout se passe bien, il y a une belle pression là. Alors, bien évidemment, il y a aussi, on parlait de l'émotion des habitants, Ronan. Pour eux, ça peut être en effet un crève-cœur, mais c'est aussi leur dire que c'est réaménager ce quartier, c'est faire de ce quartier quelque chose de beau, qui va conduire directement au centre-ville. Ça va être paysager, enfin, on verra avec la mairesse Marie-Françoise Fournier, mais bon, c'est vraiment pour s'ouvrir vers l'avenir. Oui, c'est ça. Donc effectivement, Madame le maire va en parler juste après le tir. Mais l'objectif, il est bien là. Il est d'ouvrir et verdir le quartier et de pouvoir mieux le connecter avec le centre-ville. Donc voilà, une nouvelle page va pouvoir s'ouvrir dès qu'on aura fini d'évacuer les gravats dans 2 mois. Vous avez le compte à rebours dans l'oreille, Ronan ? Non. Alors je suis pas très bon en calcul mental. On était à 2 minutes, on doit être pas loin d'1 minute. Une minute. Voilà. Moins d'1 minute. Voilà. Avec combien de connexions nous précisons 3000 connexions. Donc voilà. Alors du coup, je ne sais plus quoi. Est-ce que je me tourne je ne sais plus si on parle ou si on attend moins d'1 minute. Donc ça va assez vite. J'imagine, messieurs, que vous souhaitez bien sûr. Vous voyez, Damien ? Est-ce qu'on peut se tourner, messieurs les techniciens, ou c'est gênant ? On n'est plus à l'antenne. On n'est plus à l'antenne, on nous entend quand même. Alors nous, on se tourne parce qu'on est comme vous et on regarde donc cet événement. 12 rue du Docteur Brézard à Guéret pour en effet la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Le début d'une histoire qui correspond peut-être mieux à la société actuelle. Voilà. La protection a tenu pour les immeubles voisins. Il n'y a pas d'impact sur les immeubles voisins.
Les piscines vont se mettre en route. Alors, nous, on ne le voit pas parce qu'elles sont en route. Voilà, on ne le voit pas parce qu'il y a en effet de la poussière. Vous avez bien vu le séquençage des différents étages qui sont partis. Pardon. Tu as vu? C'est vrai que c'est émouvant, même si on n'est pas lié forcément à cet immeuble, c'est quand même un moment émouvant. On entend des bruits, on entend des réactions de personnes qui sont au pied de l'immeuble où nous nous trouvons. Est-ce que ça a correspondu à ce que vous attendiez, ce que vous aviez mis en place, messieurs? Oui, moi je vais dire oui. Alors, Jérôme et Damien, et puis on aura bien sûr les réactions aussi de Ronan. Alors, je suis très très satisfait. On avait la protection, elle est toujours en place. On l'a vu, on voit bien le séquençage, hein, les différents niveaux qui partent pas en même temps, qui partaient. Oui. Vous avez entendu le bruit, il ne s'est rien passé parce qu'on voulait l'incliner sur l'autre côté. Donc, il est parti vers l'arrière, on le voit bien. Il y avait une petite spécificité. Il fait que 10 niveaux. Donc, il faut lui donner une vitesse pour qu'il s'écrase. On va voir hein, si c'est bien, il s'est bien écrasé. Je l'ai vu s'écraser. Après, j'ai peur qu'il reste 1 ou 2 étages. On va voir. Mais sinon, félicitations à toutes les équipes, félicitations à tout le monde. On peut en effet les féliciter. Et on a vu en effet, petit à petit, c'est ce que vous avez dit, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Il y a eu malgré que ça soit un tir rapide, le séquençage, il y a 2 problématiques. Si c'est trop rapproché, l'onde de choc, on risque de faire des dégâts sur les carreaux, les choses comme ça. Donc, il vaut mieux l'écarter. Mais si c'est trop écarté, on ne lui donne pas assez de vitesse pour qu'il s'écrase sur lui-même. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de lui donner une vitesse qui s'écrase sur lui-même. Mais on l'a vu, il est bien parti. Et on vous sent libéré. Jérôme Colliati, dans la manière dont vous parlez, on vous sent libéré. Damien Orcel pour Ginger. Oui, pareil, je crois qu'il y a eu un gros travail sur l'organisation, comme on l'expliquait, le séquençage qui est très important pour donner cette vitesse, donner cette orientation au bâtiment, parce que tous les détonateurs se déclenchaient pas au même moment. Donc a priori, là, on est encore dans la poussière. Il est vraiment bien tombé. Quand même, elle retombe. Oui, elle retombe. Oui. Et puis on le voit qu'il s'est quand même bien écrasé. Donc on est plutôt satisfait de ce qui s'est passé. On va aller faire un tour sur le chantier pour vérifier que tout s'est bien passé. Et on va voir en effet l'ouverture que ça a créé. Ronan, vous aussi, vous sentez mieux? Ronan Rabot de Creusalis? Oui, forcément, soulagé. Oui. Ému hein, quand même. C'est vrai que ça fait waouh. Oui, nous, on est très proches. Ça fait quelque chose. Oui. Je suis aussi surpris parce que quand on me disait 2 secondes et demie, j'imaginais qu'on allait avoir un bruit et un affaissement en simultané et pas voir de détails. Mais finalement, on a quand même nettement entendu la déflagration avant que le bâtiment ne tombe. Donc ça m'a un peu surpris. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a des arbres, des sapins très près qui n'ont pas bougé. Enfin, je veux dire... Alors ça dépend vraiment des protections. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, l'explosif est mis au niveau des voiles du bâtiment. Oui. Et en fait, tout autour, il y a vraiment des protections, un grillage, vraiment un film tout autour pour éviter les projections sur tous les ouvrages au niveau de l'explosif. Alors on voit, ça y est maintenant, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra-ci. Bien sûr, ça fait un amas de béton qui va être en effet déblayé rapidement. Et on voit déjà, on comprend l'ouverture sur le centre-ville de Guéret. Avant, peut-être, si c'est possible, je tourne du côté de la technique. Est-ce qu'il est possible d'avoir les images d'installation des explosifs qui ont été tournés il y a quelque temps, juste pour avoir vos commentaires, Jérôme Colliati? C'est possible voilà. Et si vous pouvez nous commenter ces images, l'un et l'autre, Damien ou Jérôme? Voilà, là, au chargement, c'est du 6 Alex. 6 Alex, c'est le type d'explosif. On voit les trous. Le cordeau détonant jaune, c'est ce qui va amorcer. Là, on voit, on le met en place. Il y a un cordeau qui va amorcer, c'est un cordeau détonant. On remet un détonateur sur ce cordeau donc, pour faire ce séquençage et la programmation. Voilà. Damien, oui. Oui, alors là vous voyez les protections, les géotextiles qui sont tout autour des poteaux justement pour éviter que ça parte dans tous les sens. Puis là vous voyez typiquement les équipes de Melchior avec Jérôme Pécon chez nous qui a supervisé les dernières vérifications. Là on est en train de vérifier chacun des détonateurs. Que disiez-vous, Jérôme, si c'est pas... On les voit, ils sont en train de lever le périmètre là, ceux qu'on voit, donc ils sont en train d'aller voir si tout a bien explosé. On voit bien les personnes qu'il ne reste qui pas tournent de charge. Voilà, là, et après il va donner les informations pour faire intervenir les équipes de nettoyage. Mais ça fait en effet beaucoup de gravats. Alors, on précise bien qui vont être recyclés, qui vont servir à d'autres constructions.
Alors voilà, et on a la chance d'avoir en direct, mesdames et messieurs, grâce à un drone, les images qui sont réalisées en direct sur le site. On voit bien le merlon là. Donc, alors, dites-nous ce que vous voyez vous parce que vous dites c'est super, on est content. Oui, alors sur la droite de l'image, effectivement, on voit un merlon, donc un merlon, c'est quoi? Tas de gravats qui a été mis en place pour vraiment arrêter les débris de démolition, qui a bien fonctionné, et puis les protections dont parlait Jérôme, qui ont pareil super bien fonctionné, qui n'ont pas bougé. Avec des conteneurs qui avaient été mis en place. Oui, les conteneurs. De ma vue, là, je voyais le bâtiment sur les conteneurs. Et là, on voit, il est parfait. Il est avec le drone. Il est sur lui-même, le bâtiment. Hein, vous pouvez le constater. Hein, vraiment, l'emprise du bâtiment, il est sur lui-même. C'est vraiment un très beau tir. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quasiment plus de poussière aussi. C'est ce qu'on parlait de la nuisance sur 3 semaines, un mois de démolition mécanique. Là, il n'y avait pas de vent, elle a stagné un petit peu, tant mieux, comme ça les brumisateurs ont pu la rabattre, les piscines ont bien travaillé, et voilà. Donc là, c'est vraiment l'image en direct, mesdames et messieurs, que vous voyez sur le site de cette démolition. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y avait une question d'autorisation, Ronan, si on aura quelques images vraiment prises sur le site en lui-même. Il y avait une question d'autorisation qu'on aurait pu passer en direct avant 11h15, puisqu'on est ensemble jusqu'à 11h15. Oui, donc après là on a vu les images du bâtiment tombé sur lui-même. Pour les images sur site après, on pourra rentrer que vers 14h quand le périmètre sera ouvert, parce que maintenant il y a un travail important là des entreprises et des concessionnaires qui vont vérifier que tout est en sécurité et qu'on peut rentrer sereinement dans le périmètre. Donc là, c'est plutôt rendez-vous à 14h pour pouvoir tourner encore de nouvelles images, mais pas en direct. Pas en direct, d'accord. Alors, avant de retrouver peut-être en effet les images avec le drone, je vous propose d'écouter, on en retrouve quelques-unes, vous n'avez rien à rajouter au niveau technique. En effet, on voit bien que la bâche s'est bien restée sur l'autre immeuble, la bâche de protection, oui. Et on voit aussi, pour ceux qui connaissent bien Guéret, copie-plan bien enrubanné également, qui n'a pas souffert. Donc c'est parfait. Je vous propose d'écouter, avant qu'on retrouve ces images en direct et que nous nous séparions, Madame la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier, qui va expliquer, qui bien sûr j'imagine est au PC, et va nous expliquer en effet le devenir de ce quartier, le choix de la ville, parce que, expliquez-nous, le terrain appartient à la ville de Guéret, ou alors, en tout cas ce sont eux qui décident du devenir. Enfin, ce qui appartient encore pour quelques semaines à Creusalis, c'est l'emprise du bâtiment et une bande de 1 mètre autour, et que nous allons du coup rétrocéder à la ville une fois que le terrain aura été complètement nettoyé, pour qu'ils puissent écrire l'avenir de cet espace. On écoute Madame la maire Marie-Françoise Fournier. En 1968, on a construit ce quartier avec ses tours verticales. Jusqu'à présent, sur Guéret, on n'avait que des immeubles collectifs avec 3 petits étages. Et là, ça a été les premières grandes tours de Guéret. Et donc, elles ont été construites de 68 à 75. Et pour la population, ça a été un changement important. Et ces tours, elles ont quand même vécu la vie de village. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore une grande métropole. Et autour de ces tours, on articulait des concours de pétanque. Les gens se recevaient, les gens discutaient en bas des tours. On n'était pas du tout sur notre conception moderne d'un quartier collectif. On était encore sur un village, mais à la verticale. Voilà. Et donc ça a duré pendant quelques années. Et puis au fur et à mesure, la population a changé. De jeunes couples, on est devenu des gens plus âgés, des familles monoparentales, donc des appartements trop grands, trop difficiles à chauffer, qui commençaient à se dégrader. Et donc, l'idée est venue, avec la création du quartier politique de la ville en 2014, de revoir peut-être ce contexte urbain et de supprimer au moins une de ces grandes tours, 72 logements quand même sur 280, de supprimer cette grande tour pour essayer d'alléger l'espace et de construire des bâtiments qui soient plus correspondants à la demande des personnes, c'est-à-dire des petits logements ou des maisons individuelles. Mais encore aujourd'hui, quand on sait que cette tour va être détruite, il y a un sentiment de tristesse, de nostalgie. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on le transforme en un message d'espoir, en disant on détruit quelque chose qui a vécu, on en garde trace. Très important de garder la trace de cette histoire. Il y a eu tout un travail de mémoire qui a été fait avec la radio locale pour en garder des traces. Gardons la trace de ça, mais pensons à ce que ça va être demain et au cadre de vie qu'on va pouvoir offrir demain aux nouvelles familles et aux nouveaux enfants.
Alors l'idée, c'est deux choses. D'abord d'aérer ce quartier, puisqu'on a des tours qui sont très proches les unes des autres. Et là, les habitants, même dans une ville à la campagne, ont besoin d'espace. Donc c'est de pouvoir récupérer des espaces verts, des espaces partagés pour les habitants. Et puis aussi de faire ce qu'on souhaite depuis longtemps, c'est le lien entre ce quartier et le centre-ville. Parce que quand même, la politique de la ville a déterminé un quartier sur lequel elle a mis énormément de moyens, mais qui a créé une espèce d'encoche dans la ville. Et on a très peu de relations entre ces quartiers d'habitation collective et le centre-ville. Et donc, cette tour qui s'abat juste à l'entrée de la place du marché et des premières rues commerçantes, ça va être pour nous l'occasion d'imaginer, de créer des espaces piétonniers, des espaces partagés pour que ce quartier intègre complètement le centre-ville. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'arriver avec un programme tout plaqué, avec ce que nous, de l'extérieur, on peut penser bien pour le quartier. Donc on va relancer le conseil de quartier, on va revoir les habitants pour leur demander ce qu'ils souhaitent de cet espace. On va leur faire plusieurs propositions. Les idées étaient très différentes. Quand le quartier politique de la ville a été créé, que cet immeuble on a décidé de l'abattre, les gens voulaient des jardins partagés. On s'aperçoit maintenant que les choses ont évolué. Il y a 2 ans, ils voulaient des garages pour mettre leurs voitures en sécurité. Les choses évoluent encore. On leur dit garage, oui, c'est des hausses d'impôts, puisque c'est des équipements supplémentaires. Donc maintenant, ils pensent davantage à des espaces conviviaux, mais qui ne soient pas forcément des jardins cultivés, mais des espaces verts. Et moi, je pense qu'on aurait peut-être aussi intérêt à y bâtir peut-être une toute petite résidence ou quelque chose qui soit autre chose que du collectif Creusalis et qui permette une mixité dans ce quartier où on en manque aussi. Donc les idées ne manquent pas, mais il faut que les habitants adhèrent et c'est notre principal objectif. Et voilà, retour en effet sur ce plateau pour quelques minutes encore, avec des commentaires sur ce qui se passe actuellement sur le site, Damien et Jérôme. Oui, donc je disais, ils ont levé, alors, ils ont sécurisé le périmètre. Là, toutes les équipes de nettoyage sont autorisées à rentrer dans le périmètre. On voit notre camion qui vient chercher la citerne. Là, ça va passer au nettoyage. D'ici, on voit un petit peu de poussière sur la route. Il y a les balayeuses qui vont rentrer en action. Là, faut rester concentré parce que maintenant, il va falloir aller décrocher ces bâches, replier ces bâches. Oui. Donc ça, c'est quand même la bâche qu'on a mise sur le premier bâtiment. Elle fait 1 tonne quand la grue elle est venue. La bâche, elle fait 1 tonne. Elle fait 350 mètres carrés ou 400 mètres carrés. Il y a beaucoup plu, donc elle était trempée. Donc là, à sortie jusqu'à 14h, toutes nos équipes vont être mobilisées pour replier le matériel, le géotextile, ranger les brumisateurs. Notre objectif, c'est pas à 14h, mais avant ce soir, que tout notre matériel soit stocké sur le parking, comme ce qui est convenu, comme les autorisations qu'on a eues. Et on remercie la ville de Guéret aussi, ou tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce tir, qui sont compréhensifs, parce que c'est vrai qu'on s'impose un petit peu, on utilise le parking, on est très présent quand même un petit peu. Vous allez manquer. Donc, aussi. mais voilà. Damien Orcel, vous souhaitez rajouter quelque chose? On reprojettera l'implosion d'ailleurs de cet immeuble en conclusion. Je pense que ce serait intéressant de la revoir pour l'analyser. Nous, c'est vraiment sur la base de ces retours qu'on arrive à faire ce retour d'expérience qui nous est précieux pour les prochaines démolitions, parce qu'il va y en avoir d'autres cette année pour nous aussi. Donc on va capitaliser là-dessus puis analyser toutes ces images. Là maintenant, ça va être le travail n'est pas fini. Oui, ce que disait Jérôme, la dépose des protections, c'est quand même un travail à pas négliger. Puis on va rentrer dans la phase nettoyage et puis il y a quand même un beau tas de gravats. On parlait de 10 000 tonnes de gravats qui vont être broyés. Donc les équipes vont rentrer en action aussi pour finir ça et tout nettoyer. Mais on rappelle bien que tous ces gravats vont être réutilisés donc là, de cette économie circulaire qui vous tient à cœur. Alors vous étiez très nombreux au moment de l'implosion, vous étiez plus de 5000 à être connectés. On la rediffusera en conclusion de cette émission. Ronan, à la fois votre sentiment bien sûr et puis peut-être des remerciements. C'était un travail collectif, lourd pendant 3 ans, mais voilà, c'est une réussite. Oui, beaucoup de remerciements. Je vais sûrement pas penser à remercier tout le monde, mais en tout cas pour ceux que j'ai autour de moi, à l'entreprise Melchior et Ginger, qui nous ont expliqué, montré beaucoup de choses et qui se sont montrés très très disponibles au-delà de leur mission principale. La preuve en est aujourd'hui sur ce plateau. Vous avez pu être là parmi nous pour tout nous expliquer. Sur ce direct, justement, je vous remercie, vous, Isabelle Bis, d'avoir assuré la présentation, et puis Cooks Production,
On s'est lancé un défi quand même parce qu'au départ on nous demandait côté com à Creusalis de retransmettre en direct l'implosion de la tour. On s'est dit c'est quand même un peu bête de mettre tout un dispositif en place pour quelques secondes d'action. On va mettre un plateau télé avec des invités. C'était assez ambitieux et ça a été rendu possible grâce à vous et grâce à Cooks. Donc merci beaucoup aux équipes. Et puis merci à tous nos partenaires et puis merci à tous mes collègues d'avoir rendu ce moment possible et d'avoir accompagné les habitants pendant cette journée. On se sent comment alors quand on est responsable à Creusalis des ressources internes? Là, ça y est, le plus dur est fait, même si la journée n'est pas terminée pour vous. La journée n'est pas terminée, mais je pense que le baromètre de stress n'est pas prêt de remonter au niveau qu'il était d'il y a quelques minutes encore. Oui, je crois qu'on en est tous là, on retombe un peu là. Et puis on remercie bien sûr toutes les personnes qui sont installées à l'espace André Lejeune, qui ont quitté en effet leur environnement aujourd'hui en ce dimanche, et puis bien sûr tous les services qui vous ont accompagnés, messieurs, pendant toutes ces années. On est en train en effet de recaler ce moment quand même très particulier, à la fois spectaculaire en effet et émouvant, pour vous le rediffuser en cette fin d'émission. Voilà, c'est de nouveau l'implosion du 12 rue du Docteur Brézard, ici à Guéret. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Quitte à parler d'événements, cet après-midi, le rugby club guérétois-Creuse joue son premier match de 16e de finale pour éventuellement accéder à la Fédérale 2. On vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence sur les réseaux et pour la dernière fois, donc le 12 rue de Brézard.